N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez notre contenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. C'est parti. Donc aujourd'hui, nous avons le docteur Beko nous entretenir sur les SP4, les résidents SP4 de chirurgie générale. Nous nous entretenir sur cette thématique. Prière, s'il vous plaît, de garder vos micros coupés au cours de la présentation. Donc, ça va se faire en deux phases. On aura une phase où le docteur va nous entretenir sur purement théorique. Et ensuite, il y aura une phase de questions. Donc, notez vos questions, soyez attentifs et gardez vos micros coupés. Merci, docteur. Merci d'être là. Merci de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci beaucoup de me donner la parole. Bonsoir à tout le monde. Je suis le docteur Bokol Haché. Je suis résident de chirurgie générale en 4e année de ma formation. Je vais commencer par m'excuser pour le retard. Le retard est dû à des raisons involontaires à ma volonté. Qu'à cela ne tienne, nous sommes là et on va commencer. Bon, on va dire que dans le cadre des formations en ligne, comptant pour le département de chirurgie dans le cadre de Medical Mind, nous soumettons à votre appréciation ce soir la prise en charge d'une torsion testiculaire. Alors, bien évidemment, la cible sera la cible de tous les jours, à savoir les étudiants en médecine, les médecins généralistes et les apprenants de chirurgie. À la fin de notre présentation, nous souhaitons que tous ceux qui ont écouté cette présentation puissent être capables de définir ce que c'est qu'une torsion du cordon spermatique, de pouvoir citer 2 signes fonctionnels et 2 signes physiques devant une torsion spermatique et devant une torsion du cordon spermatique, pardonnez-moi, et bien évidemment énoncer les principes de traitement de la torsion du cordon spermatique. Pour atteindre nos objectifs, nous avons ce plan que nous allons suivre. En guise de définition, nous dirons que la torsion du cordon spermatique est une rotation du testicule autour de son pédicule. Bien entendu, cette torsion va entraîner une strangulation et un arrêt de l'apport sanguin vers le testicule. Maintenant, ce sujet a plusieurs intérêts, à savoir, c'est une affection qui affecte les nouveau-nés et les adolescents principalement. Il faut savoir que c'est une urgence chirurgicale, principalement urologique absolue. Et puis, c'est la première étiologie que nous devons évoquer devant de grosses bourses douloureuses. Ceci étant parce que les conséquences, quand ceci n'est pas bien pris en charge, sont catastrophiques. Parce que si ce n'est pas bien pris en charge, ça va induire la nécrose du testicule qui va compromettre les fonctions reproductrices, ce qui serait une catastrophe pour un nourrisson ou bien pour un nouveau-né ou un adolescent. Et ce d'autant plus que nous sommes en Afrique et nous connaissons l'importance de la procréation. Il faut dire aussi que le diagnostic est clinique, du coup, on n'a pas besoin d'examens paracliniques. Et même quand on a des examens paracliniques, devant toute suspicion, nous devons poser une indication opératoire et la prise en charge chirurgicale est le seul véritable garant d'un pronostic favorable. Comme rappel l'anatomie, nous voyons sur ces deux images, l'image de gauche, nous voyons le testicule. Nous voyons à l'image de gauche qui nous montre le testicule qui, à sa partie 2 tiers antérieure, est totalement libre. À sa partie 2 tiers postérieure, nous voyons qu'il est accolé à l'épididyme. Et puis, postérieur à l'épididyme, nous avons les vaisseaux qui vont dans le cordon spermatique. Et nous voyons les différents revêtements. Là, nous voyons les différents revêtements, les différentes couches qui protègent, qui couvrent
le testicule, notamment ici, le gouvernement, la tunica virginia, et qui est recouverte après par la tunica vaginalis. Nous voyons qu'entre ces deux tissus, il y a un espace virtuel. Dans cet espace virtuel peut s'accumuler un liquide qui, lors des hydrocèles réactionnels qui sont très souvent fréquents lors de torsion du cordon spermatique. À l'image de droite, c'est une autre image qui nous permet de mieux apprécier, notamment là, qui nous permet de mieux apprécier le cordon spermatique dans son trajet vers le canal inguinal superficiel. En guise de rappel physiologique, nous dirons qu'il y a plusieurs zones, il y a moyens de fixation du cordon du testicule. Ces moyens de fixation sont principalement ce qui va garantir le fait qu'il n'y ait pas de torsion spermatique de manière systématique. Nous avons en l'occurrence à l'image de droite, en haut, nous aurons le cordon spermatique qui vient du canal inguinal après l'orifice inguinal superficiel, qui maintient la fixité du testicule avec la partie supérieure. En bas, nous avons le gubernaculum testis qui fixe le testicule en distal. Et puis au milieu, nous avons ce mésorchium qui maintient la fixité du testicule à sa paroi postérieure et maintient aussi et empêche un mouvement de rotation dans l'axe, autour de son axe. Ce mésorchium est tellement important qu'il va jouer un rôle très, très capital dans la prévention de torsion testiculaire. Maintenant, c'est la variation sont les différentes variations de ces moyens de fixation qui vont augmenter la probabilité qu'un sujet lambda puisse souffrir d'une torsion testiculaire, notamment si nous avons l'absence de ce mésorchium. Vous convenez avec moi que le mouvement de rotation autour de son axe vertical sera bien plus facile. Il peut aussi arriver que le gubernaculum testis soit absent et le mésorchium, ici, donc nous avons deux absences qui vont nous donner un aspect en battant de cloche qui va rendre une torsion testiculaire très, très, très facile. Maintenant, nous aurons trois types de torsions testiculaires. Nous pouvons avoir les torsions testiculaires supravaginales qui surviennent principalement lors de la période périnatale et de la période prénatale, et elle peut être bilatérale d'emblée. Nous avons la torsion testiculaire intravaginale qui peut survenir à tout âge, mais elle survient le plus souvent chez les sujets en âge de puberté. Et nous avons un cas particulier qui est exceptionnel, la torsion interépididymo-testiculaire qui se retrouve rarement, et c'est un diagnostic qui est majoritairement souvent préopératoire. Et il est dû à un défaut d'accolement du testicule à l'épididyme. Maintenant, pour pouvoir poser notre diagnostic, nous avons choisi comme type de description torsion testiculaire vue chez un adolescent de 17 ans. Comme signe fonctionnel, le signe principal sera une douleur scrotale. Cette douleur sera principalement unilatérale. Elle sera d'apparition spontanée et brutale, ou
elle peut survenir après une activité sportive intense. L'intensité est d'emblée très, très importante. Elle fait très mal et elle peut survenir dans la nuit. La radiation est le long du cordon et peut parfois migrer vers la fosse iliaque, voire vers la fosse lombaire. À l'interrogatoire, qu'allons-nous chercher? Il y a des éléments qui sont importants parce que ceci va orienter nos gestes et va juger l'urgence avec laquelle nous allons prendre en charge notre patient. Il faut savoir quelle est l'heure du début par rapport à l'heure, quelle est l'heure du début de la douleur par rapport à l'heure à laquelle nous recevons le malade. Est-ce que la douleur, est-ce que ce malade avait des douleurs qui venaient sporadiquement et qui venaient sporadiquement sur une durée avec une résolution spontanée? Et dans 10 à 25% des cas, il faut pouvoir chercher des facteurs favorisants qui ne sont pas toujours là, mais il faut néanmoins les chercher, notamment est-ce qu'il y a un traumatisme des bourses, est-ce que ça s'est passé lors d'un rapport sexuel, pardon, ou bien est-ce que le patient faisait du cyclisme. Tous ces éléments sont importants à mentionner. Mais il faut retenir que ce n'est pas toujours présent, car la douleur elle est spontanée. Lorsque nous allons examiner notre malade, il n'y aura pas de signes physiques initialement ne seront pas importants. Physiquement, quand les signes généraux ne seront pas importants, ils seront très rares d'ailleurs. Quand nous allons examiner notre malade, il faut savoir que diagnostiquer, poser le diagnostic et examiner le malade de manière précoce peut être très difficile parce que ce sont des malades qui ont très mal et ils redoutent le contact à leurs organes génitaux externes, ce qui n'est pas toujours évident. Mais il faut savoir que toutes les découvertes que nous ferons lors de notre examen physique doivent être consignées et leur marquées parce que tout ceci a un impact sur la santé et comment dire, a une incidence médico-légale. Du coup, tout doit être bien consigné quand vous examinez votre patient. Maintenant, quand nous examinons ce malade, quand nous avons vite examiné ce malade, initialement, les bourses ont un aspect normal, mais il est à noter que le volume de ces bourses peuvent augmenter, notamment à cause d'un édème et d'une hydrocèle réactionnaire qui va se mettre en place progressivement au fur et à mesure que le temps va passer. Il faut savoir que le testicule fera très mal. On aura un testicule affecté qui sera ascensionné, tendu, il sera rétracté et il sera rétracté vers la zone inguinale et horizontalisé, ce que nous appelons le signe du gouverneur. Également, quand on aura une amélioration ou bien un soulagement de la douleur si nous décidons de sous-peser le testicule. C'est ce que nous appellerons le signe de Prehn, qui sont deux signes capitaux pour pouvoir poser le diagnostic de la torsion du cordon spermatique chez le malade qui est vitaux. Évidemment, le reste de l'examen des organes génitaux externes et du toucher rectal seront sans particularité. Une fois devant ces différentes découvertes, une manœuvre externe peut être essayée. Nous y reviendrons dans les diapositives qui vont suivre. L'épreuve de transillumination scrotale a un intérêt ici qui est un intérêt différentiel parce qu'il va nous permettre d'éliminer une torsion hydatide testiculaire qui se manifeste souvent par un petit nodule opaque de blue spot à la tête de l'épididyme qui peut s'associer évidemment à un hydrocèle réactionnel. En cas de difficulté de poser un diagnostic sur le plan clinique et si nous avons suffisamment de temps, bien évidemment, si cela, nous devons savoir que la demande des examens paracliniques ne doit pas retarder notre prise en charge. Nous pouvons être amenés à faire d'autres examens, notamment une échographie qui, lorsqu'elle est faite tôt, ne nous montrera pas grand-chose, mais au fur et à mesure, elle pourra nous mettre en évidence des images hypoéchogènes qui va signer une ischémie testiculaire
Et cette échographie sera couplée au Doppler qui va nous permettre de mettre en évidence la présence d'un flux vasculaire qui est réduit et qui sera relativement réduite comparé au testicule contralatéral. Par ailleurs, nous pouvons faire une scintigraphie testiculaire ou une IRM qui va aussi nous mettre en évidence une diminution du flux sanguin et l'hypoperfusion testiculaire. Mais il faut savoir que ce sont des examens qui sont coûteux dans notre environnement, ce n'est pas toujours évident. Ils sont aussi irradiants. Pourquoi devons-nous irradier un malade alors que nous avons bien examiné, nous avons pu poser le diagnostic? Ce sont des questions à se poser. Mais il faut savoir que ce sont des choses qui existent et nous devons pouvoir y penser et le faire. La viabilité, l'évolution. En guise d'évolution, nous aurons que la viabilité de notre testicule est garantie dans les premières 6 heures. Nous sommes sûrs que si notre geste, nous on pose le diagnostic dans les 6 heures et que nous avons posé le geste approprié, la viabilité du testicule est garantie. Mais au-delà de 24 heures, il va s'installer une nécrose qui est quasi constante, surtout devant des torsions totales, des torsions supérieures à 180 degrés. Il faut savoir que les torsions peuvent aller parfois à 720 degrés. Donc, devant une torsion totale, au bout de 24 heures, la nécrose est quasi constante. Et il faut savoir qu'après ces 24 heures, le malade peut faire des pics fébriles, ce qui peut forcément nous orienter vers des pathologies infectieuses. Donc, il faut toujours faire attention, d'où tout l'intérêt de faire un examen, de prendre une bonne histoire et de faire un examen très, très, très méticuleux. Maintenant, la nécrose secondaire peut aussi avoir lieu après ces 24 heures avec du pus qui va survenir, ce qui va nous permettre de poser des indications d'orchidectomie qui sera malheureuse, mais ce sera le geste à poser, car si ce geste n'est pas posé, ça pourra affecter le testicule contralatéral. Qu'allons-nous donc retenir? Quels sont les faisceaux d'éléments sur lesquels nous allons nous baser pour dire oui, nous sommes devant une torsion testiculaire? Nous aurons cette douleur qui est caractéristique et toutes les caractéristiques doivent être prises en compte. Cette douleur qui est spontanée avec des signes évocateurs, qui est brutale. Toutes ces caractéristiques nous permettront de dire oui, nous sommes devant une douleur testiculaire. Et lors de notre examen, nous aurons les signes de Prègne et les signes du gouverneur qui seront évocateurs et également une épreuve de transillumination positive. Devant ces faisceaux d'éléments, nous pourrons dire oui, nous sommes devant une torsion testiculaire et cela va nous permettre de poser notre geste. Maintenant, si nous ne sommes pas devant une torsion testiculaire, c'est peut-être autre chose. Donc, il y a une palette de diagnostics différentiels, notamment une orchiépididymite, mais nous devons savoir que l'orchiépididymite est souvent précédée par la fièvre et par le contraire. Et également, il y a des signes du bas appareil, des signes irritatifs du bas appareil urinaire qui sont associés à cette notion de rapport sexuel non protégé avec un sujet dans les 10 jours qui ont précédé la symptomatologie. Également, ça peut être une pathologie du canal péritonéo-vaginal qui peut s'assimiler à une torsion du cordon spermatique, notamment une hernie inguinale scrotale incarcérée. Ou alors, ça peut être un traumatisme du testicule ou exceptionnellement une tumeur ou une varicocèle. Du coup, l'anamnèse et l'examen font une place prépondérante, je ne dirais jamais assez, pour pouvoir faire le distinguo entre la torsion du cordon spermatique et ses différentiels. Comment allons-nous traiter notre pathologie? Il faut savoir que nous aurons d'abord des buts. Il faut pouvoir sauver le testicule de notre patient qui est capital, surtout dans notre environnement. Prévenir la récidive de la partie contralatérale. Et pour ce faire, nous avons des méthodes chirurgicales et des méthodes non opératoires. Comme méthode non opératoire, nous avons principalement la manœuvre de détection externe
qui a été décrite par Barca, qui est faite sous anesthésie locale et espère rétablir et a pour but de rétablir un flux vasculaire des lésions parenchymateuses. Il faut savoir que ceci n'empêche pas, une fois ce geste est posé, ça nous permet de gagner en temps. Mais ceci n'est pas le traitement définitif, c'est plus un traitement d'attente. Non. Pardon. La torsion suivie pratiquement, en fait, c'est une manœuvre qui est faite, le malade est installé en décubitus dorsal, le testicule est tourné comme un poignet, comme le poignet d'une porte, pour pouvoir rétablir comme le poignet d'une porte, pour pouvoir rétablir la continuité pour pouvoir réaligner le cordon spermatique dans sa zone non tordue, non volvulée, et pouvoir reperméabiliser les lumières des différents éléments du cordon spermatique et assurer une vascularisation du testicule. Maintenant, quand nous n'utilisons pas la méthode de Barca, nous pouvons aller directement à une intervention chirurgicale qui, bien évidemment, doit être faite au plus tôt, doit être faite en urgence. Et pour ce faire, elle sera faite sous anesthésie générale ou sous anesthésie loco-régionale. Notre patient sera installé en décubitus dorsal. Et nous pouvons avoir trois voies d'abord que nous pouvons utiliser. Nous pouvons utiliser un abord scrotal horizontal unilatéral ou un abord inguinal nécessitant l'extériorisation du testicule par voie inguinale. Ou alors un abord intermédiaire à la jonction inguino-scrotale permettant d'accéder au contenu scrotal et au contenu inguinal. Ce sont les différentes voies d'abord que nous pourrons utiliser quand nous opérons ces malades. Maintenant, les gestes que nous allons poser seront dictés par le degré, par le délai qui va nous permettre d'estimer est-ce que notre testicule est encore viable ou est-ce qu'il est déjà nécrosé, est-ce que nous pouvons encore faire quelque chose pour lui. Si c'est un malade que nous opérons au-delà des 24 heures et dont le testicule est déjà totalement nécrosé, c'est un patient chez qui nous allons faire une orchidectomie totale. Et c'est malheureux, mais nous n'aurons pas le choix. C'est un testicule qui devra être enlevé. Au risque, si celui-ci n'est pas enlevé, il pourra augmenter la durée d'hospitalisation. Et bien sûr, il pourra exposer le testicule contralatéral à des effets néfastes, notamment avec une réaction immunologique qui sera installée, qui va attaquer le testicule contralatéral. Donc, l'orchidopexie également peut être faite. Nous pouvons choisir de faire une orchidopexie du côté tordu qui doit prévenir la récidive. Elle crée une adhérence entre la face externe du testicule et la paroi interne du scrotum. Nous allons faire notre orchidopexie par 3 ou 4 points au fil non résorbable. L'utilisation de fil non résorbable ici expose à la récidive. La résection de la vaginale est un geste inutile. L'orchidopexie contralatérale, par contre, est nécessaire. La mise en place d'une prothèse a une place ici esthétique parce que sur le plan fonctionnel, c'est un testicule qui ne fonctionne plus. Mais nous pouvons mettre en place une prothèse qui va permettre au sujet de toujours avoir cette sensation d'avoir deux testicules et qui pourra satisfaire son intérêt, mais sur le plan fonctionnel, n'aura pas de fonction majeure. Maintenant, qui opérer, quand opérer et comment opérer. Nous venons de dérouler comment opérer notre malade.
Maintenant, nous devons opérer devant tout doute diagnostique. Si nous avons un patient qui nous arrive et chez qui nous avons examiné et pensons qu'il y avait une torsion testiculaire, devant tout doute, il faut opérer ce malade parce que à cause des risques dont nous avons évoqué des risques sur le plan de fertilité, sur le plan fonctionnel. Donc, il faut opérer ces malades au plus vite. Et les voies d'abord que nous utilisons, c'est des voies scrotales, voies inguinales ou bien des voies à cheval. En guise de résultat, nous dirons que quand des malades qui sont opérés dans les 3 premières heures après la survenue des symptômes, se rétablissent à 100%. Par contre, 90% de sauvetage si le testicule est tordu pendant 6 heures. 50% des testicules sont sauvés si le testicule est tordu pendant les 10 premières heures. Et le taux global de conservation des testicules opérés est situé entre 40 et 30%, selon les équipes, bien évidemment. Pour conclure, nous dirons que la torsion du cordon spermatique est une urgence chirurgicale. Le délai de 6 heures est capital pour la prise de décision et une scototomie d'urgence doit être faite devant toute suspicion de torsion du cordon spermatique. Nous vous remercions pour votre attention. Merci, docteur, pour cette présentation. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Dans l'entamer la phase de questions et réponses. On espère que vous avez été attentifs et que vous avez pu noter vos questions. Donc, vous pouvez soit poser les questions dans le chat, soit lever la main et on vous donne la parole. Et vous posez votre question. Donc, là, je vois il y a une question, une première question dans le chat. C'est Tchegena Donfouet Paul qui demande si le signe de prenne n'est pas censé être négatif. Donc, c'est une question. Si le signe de prenne, en fait, n'est pas censé être négatif dans ce cas-ci. Donc, docteur, si vous pouvez dire quelque chose. Je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas la question. Qui élabore mieux? Peut-il dire, le signe de prenne n'est-il pas négatif ici, s'il vous plaît? Docteur Tchagena, qui repose mieux sa question parce que je ne la comprends pas. Ok, d'accord. Maintenant que l'autre participant reformule sa question, il y a une question dans le chat. À partir du moment où il est là, il y a une question de tension. Il est absent. Joseph Robert. Je ne comprends pas, mais je pense que à partir du moment où le signe de prenne est là, on pense à une suspicion du cordon spermatique. S'il est absent, il n'y a pas de raison de penser qu'il y a un signe du cordon spermatique, une torsion du cordon spermatique. Mais s'il y a le signe de prenne est là, nous pensons d'emblée à une torsion du cordon spermatique. Je ne comprends pas ça, je ne comprends pas bien sa question. Je ne sais pas si j'ai répondu, hein, mais c'est comme ça que j'ai compris ça. Ok, d'accord. En espérant qu'il nous revient. Ok, dit docteur, mais ce cas n'est pas censé être absent. Bon, je pense que selon lui, selon ce qu'il dit, c'est que le signe de prenne est censé être absent. Donc, je crois qu'il a reformulé en bas. Il dit qu'il demande si le signe de prenne n'est pas plutôt censé être absent dans le cadre de la torsion testiculaire. Je crois que le signe de prenne est un signe qu'on met en évidence lors d'une torsion du cordon spermatique. Maintenant, s'il est absent, il n'y a pas c'est qu'il n'y a pas de signe c'est qu'il n'y a pas de torsion du cordon spermatique. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal, hein, mais c'est comme ça que je comprends sa question. Ok. Le signe de prenne, on a ce testicule qui a docteur c'est Tchagena, je ne sais pas. Je vais essayer de mieux de répondre à ta question.
Nous avons ce patient qui a une bourse et qui est ascensionné, qui est tuméfié, qui fait mal. Maintenant, si on vient, on tient avec notre main ce testicule et qu'on le soulève un peu, sous-peser, ça veut dire qu'on le soulève légèrement. Si quand on le soulève légèrement, il n'y a plus de douleur, c'est que nous sommes devant un signe de prenne. Si cette manœuvre, quand on a une accalmie de la douleur, lorsqu'on soulève le testicule, il n'y a plus de douleur, c'est que nous sommes devant un signe de prenne. Et ceci est évocateur de la torsion du cordon spermatique. Maintenant, si malgré le fait que vous l'avez soulevé, il ne fait pas mal, il continue de faire mal, nous ne sommes pas devant un signe de prenne et il faut pouvoir continuer d'évaluer sur le plan clinique ce malade pour savoir, et peut-être même sur le plan clinique pour savoir est-ce que c'est vraiment une torsion du cordon spermatique ou bien c'est autre chose. Docteur Kamgen, Rigner Kamgen, je pense que j'ai répondu à la question là déjà. Je viens de réexpliquer, je pense que ça aura servi à plusieurs personnes. Merci, docteur. Il y a une question un peu plus haut, c'est Joseph Robert Ouna qui dit merci pour la présentation. Quelle est la différence fondamentale entre la torsion de l'idatique de Morgani et la torsion aiguë du testicule? La torsion idatite, il y a ce qu'on appelle l'appendice épididymique. C'est cet appendice-là qui est torsionné. C'est là on parle de hydatite, torsion idatide. Par contre, quand on parle du cordon spermatique, c'est tout le cordon. C'est tout le cordon à sa partie proximale. Par contre, quand on parle de torsion du cordon de hydatite, c'est seulement l'appendice épididymique qui est torsionné sur lui-même et qui apparaît à l'échographie comme un blue spot, un point bleuté. Mais ce n'est pas tout le testicule. Ça veut dire, devant l'hydatite, tout le testicule n'est pas, tout le testicule ne va pas mourir si rien n'est fait. Du moins, pas immédiatement. Oui, le document en PowerPoint, on va s'arranger, vous l'aurez. Ça, ce n'est pas un problème. Merci, docteur. Il y a une autre question. C'est Renaudi, j'espère que je prononce bien. Renaudi. Merci, docteur, pour cette brillante présentation. En cas de torsion testiculaire avec résolution spontanée ou après manœuvre de Broca, combien de temps il faut attendre pour la chirurgie? Ça nous permet, la manœuvre de détorsion externe, c'est un moyen d'attente, ce n'est pas un traitement définitif. Surtout que vous y allez à l'aveuglette, vous n'êtes pas sûr que votre détorsion est parfaite. Et quand vous faites la détorsion, vous ne connaissez pas quel est l'état exact ou bien quel est l'état actuel même du testicule. Donc, ceci ne va pas empêcher que vous ne réopériez ce malade, ça vous permet juste de gagner en temps et améliorer le pronostic du testicule qui avait été torsionné pendant un moment avant. Donc, c'est sans délai. Dès que vous avez fait une manœuvre de détorsion pour améliorer le flux sanguin vers ce testicule, vous préparez votre malade et vous l'opérez dans les plus brefs délais. Oui, il a eu la question de Joseph Robert Ouna qui dit quelle est la prise en charge d'urgence de la torsion avant la méthode non opératoire ou si nous n'avons pas accès ou si nous n'avons pas accès à la chirurgie. Donc, comment on prend en urgence ou si nous n'avons pas accès à la chirurgie?
Je ne sais comment répondre à cette question parce qu'il faut absolument refaire, il faut absolument opérer ce malade. C'est une urgence absolue. C'est un malade que nous devons continuer. Si c'est un malade que nous recevons dans notre hôpital et que nous n'avons pas les compétences d'opérer ce malade, nous allons le conditionner. C'est un patient que nous allons d'abord rassurer, que nous allons installer dans un lit, nous allons poser une voie veineuse, des antalgiques, le conditionner et l'orienter vers l'hôpital le plus proche. Il pourra se faire opérer dans les plus brefs délais. C'est un malade qui a absolument besoin d'être opéré. Ok, merci docteur. J'espère qu'il a eu satisfaction à sa question. Il y a une autre question de docteur Marquigny. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce. S'il vous plaît, docteur, comment savoir dans quel sens nous sommes censés faire la manœuvre externe? Il faut savoir que lors des torsions testiculaires, la torsion a toujours lieu dans le sens anti-horaire. Ça veut dire que le testicule, il va toujours roter vers l'intérieur. De l'extérieur, il va de dehors en dedans. Sa rotation sur l'axe vertical va de dehors en dedans. Donc, sur le sens anti-horaire. Donc, quand nous allons faire notre détorsion manuelle externe, nous allons faire comme le poignet de la porte, de dedans en dehors. Donc, nous allons utiliser l'inverse de la manœuvre de torsion. La détorsion sera de dedans en dehors. Docteur Michael Joshua qui pose la question. Bonsoir, docteur. Si torsion testiculaire avec syndrome infectieux, on opère sous AG ou sous anesthésie locale. Le choix de l'anesthésie, c'est souvent l'anesthésiste qui le décide, mais sous anesthésie loco-régionale, on n'a pas de problème sur le plan infectieux, à part si le malade pose de réels problèmes de réanimation, auquel cas c'est l'anesthésie qui va s'en occuper, mais sous anesthésie loco-régionale, notamment une rachianesthésie, on opère facilement ce malade. On peut aussi l'opérer sous anesthésie générale, même sous anesthésie locale, hein, c'est possible. Il faut seulement savoir ce qu'on fait. Mais pour une antalgie et être à l'aise au bloc opératoire, une rachianesthésie est parfaite. D'accord, donc il y a des... Okay. Il y a une question on doit reprendre les rapports sexuels après s'être fait opérer. De prime abord, une fois les plaies sont guéries, on va dire 2 à 3 mois. En 2 mois pour récupérer. En 2 mois, a priori, on a récupéré une activité. Il faut savoir que c'est une intervention qui peut être faite en ambulatoire. Le malade peut être opéré et le lendemain, il est chez lui. Ce n'est pas très invasif. Maintenant, sa capacité à récupérer va dicter sa conduite, mais au bout de 2 mois, il est totalement opérationnel et il peut avoir des rapports sexuels comme il veut. Il y a un commentaire un peu plus haut de Juggernaut Fouet qui dit que il dit merci et il dit qu'il se posait la question de savoir, parce qu'il a eu à lire que la manœuvre de Prehn est négative en cas de torsion et positive dans les cas de hockey épidémique. Donc, il était confus à ce niveau. Donc, il y a Sandré Martin qui demande si on peut revenir sur le signe de Prehn. Le signe de Prehn a l'air d'être un casse-tête pour beaucoup de personnes. Ce qu'il faut pour la personne qui est confuse, je lui conseille d'aller relire. Là, il va mieux comprendre. Ce n'est jamais évident de pouvoir faire le distinguo entre ces deux choses. Néanmoins, je vais reprendre pour la personne qui veut qu'on décrive. C'est ce malade qui vous arrive, qui a très mal et qui a une douleur scrotale unilatérale. Et donc, le testicule affecté est augmenté de volume. Maintenant, c'est un testicule qui fait mal.
qui fait mal parce qu'il pend sur lui-même. Quand il pend, ça veut dire que le testicule est en train de tirer sur le cordon. Ce que vous allez faire avec votre main protégée d'une main de gant, vous allez soulever ou sous-peser. C'est ça l'expression, c'est sous-peser. Vous allez soulever légèrement le testicule qui est à terre. Si vous avez une amélioration, une accalmie de la douleur lors de ce geste, vous avez un signe de Prène qui est présent. Et ceci traduit ceci augmente votre suspicion de torsion du cordon spermatique. Mais si votre geste ne réduit pas la douleur, vraisemblablement, c'est autre chose. Ou bien vous devez demander d'autres examens, des examens paracliniques pour avoir le cœur plus net. D'accord. Donc, un jump qui demande qu'on explique le signe du gouverneur. Le signe du gouverneur est un ensemble d'éléments. Vous verrez un testicule qui est augmenté de volume. Il est ascensionné et rétracté vers l'orifice inguinal superficiel. Il est horizontalisé. Ce testicule est horizontalisé, tendu. C'est ces différents éléments-là qui disent nous sommes devant le signe du gouverneur. Donc, nous avons un testicule qui est rétracté, qui est ascensionné comparativement au testicule contralatéral. Il est ascensionné, il est tendu, il est ascensionné, il est rétracté vers l'orifice inguinal, il est tendu et il est horizontalisé. Devant ces trois éléments, on dit on est devant un certain signe du gouverneur. Pardon. Docteur, il y a une autre question dans le chat. C'est Joseph Robert Ona qui demande si un médecin généraliste, peut prendre en charge chirurgicalement une torsion des testicules ou faudrait-il toujours l'orienter vers un chirurgien? Si c'est ce qu'il fait et qu'il comprend bien ce qu'il fait, il peut le faire. Ceci dit, dans les grandes villes où vous avez des urologues, vous avez des chirurgiens, il est toujours mieux d'orienter le malade vers un chirurgien. Maintenant, si vous êtes un médecin généraliste, que vous êtes en périphérie, vous ne pouvez pas facilement, même si vous faut orienter le malade vers le centre urbain le plus proche et que ça va aller au-delà de 6 heures, vous opérez. Le plus important ici, c'est le bien du malade. Si nous sommes à Yaoundé, par exemple, si nous sommes à Yaoundé, et je sais que dans les 6 heures, c'est un malade qui pourra rencontrer un urologue et se faire opérer, je l'envoie chez l'urologue. Si je sais que je suis à Douala et que dans les 2 heures, le malade pourra rencontrer un urologue et se faire opérer, tant mieux. Je l'oriente vers un urologue. Mais si je me retrouve à Molundu, dans mon village, où la ville la plus proche, c'est peut-être sur la moto et il faut au mieux 5 heures, si la route est en bon état, je peux faire opérer ce malade. Je peux faire opérer ce malade et je sauve sa vie, je sauve son testicule. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Ce n'est pas une question si aisée à répondre. L'indication dans ce cas-là vous allez la poser par rapport à votre plateau technique, par rapport au malade, par rapport à vos compétences, par rapport à vos équipes. Donc là, ça sera vraiment au cas par cas. Mais si vous vous retrouvez dans une ville où ce malade peut être pris en charge dans les plus brefs délais par un urologue ou par un chirurgien, vous orientez vers le chirurgien. Il n'y a plus de questions. Nous allons remercier le docteur Bekolo. Un merci spécial parce que le docteur Bekolo, il est malade, mais il a tenu vraiment à venir faire sa présentation. Donc, il a laissé son lit de convalescence pour venir nous présenter ce travail qu'il a fait pendant le temps qu'on a partagé avec lui. Donc, nous sommes très heureux. Merci, docteur, pour l'intérêt que vous nous portez. Merci également.
Vraiment, félicitations pour la présentation. Je l'ai suivi, c'était vraiment super. Et n'oubliez pas, à Medicamine, la présentation sera disponible sur notre page YouTube à partir de la semaine prochaine. Les présentations précédentes concernant les cours du département de chirurgie et aussi les cours des autres départements, dont gynécologie, médecine interne et pédiatrie, sont disponibles également sur la page YouTube de Medicamine. N'oubliez pas de visiter notre site internet pour plus d'informations et nos différentes pages, que ce soit YouTube, Twitter, Facebook, pour toute information supplémentaire dont vous aurez besoin. Aussi, pour intégrer la grande communauté Medicamine, nous sommes là, les bras ouverts pour vous accueillir, donc n'hésitez surtout pas. Sur ce, nous allons clôturer notre cours et remercier une fois de plus le docteur Bekolo qui a bien voulu nous entretenir ce soir sur les torsions, la prise en charge de la torsion testiculaire. Ce mois d'avril, dans le département de chirurgie, nous allons continuer à partir du 16 par le traumatisme du thorax. Donc, nous allons voir la prise en charge des traumatismes du thorax, que ce soit un traumatisme ouvert ou un traumatisme fermé du thorax. Ça sera avec le docteur Conines. Donc, restons sur Medical Mind et nous pensons être avec vous dans votre chemin, dans la construction de votre de futur médecin que vous êtes, en espérant que vous serez toujours des personnes inspirantes dans tout ce que vous faites. Nous vous remercions et bonne soirée, bon début de semaine à tout le monde.